Mérinal, notre priorité, la qualité. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Amis auditeurs de Radio M, bonsoir. Nous nous retrouvons dans un format spécial ce jeudi 12 décembre 2019 pour un grand magazine de débriefing de la journée électorale du 12 avec des journalistes, des analystes, des universitaires, des activistes, des représentants de partis politiques. Nous allons rester avec vous tout au long de la soirée, tout le temps où cela sera nécessaire, au moins jusqu'à 21h, pour vous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui et surtout à mieux appréhender ce qui risque de se passer demain et les prochains jours. Pour m'accompagner dans cette émission, dans cette édition spéciale, donc Hassan Wali, bonjour Hassan. Hassan Wali de retour, bonjour Hassan. Bonjour Hassan. Jafar Al-Khdari, donc représentant du collectif DZ 2.0. Bonjour Al-Khdari, Jafar. Salim Mesbah de la rédaction de précédemment Huffington Post, on va s'habituer, de la rédaction de Radio 1.info. Bonjour. Bonjour. Et notre camarade, c'est comme ça qu'on s'interpelle, Abdelkarim Boudra, donc ex-porte-parole de Nebli et membre du collectif de Nebli. Bonjour. Bonjour. Alors, on va démarrer avec cette information. Je vais laisser peut-être l'un d'entre vous la donner, puisqu'on est entre journalistes ici. Dans le détail, il s'est passé un drame en fin d'après-midi, aujourd'hui, dans le contexte de cette élection électorale. Ça s'est passé à Al-Bayed, qui est le fief du candidat de Abdelmajid Tebboune. Et c'est justement le directeur de campagne Abdelmajid Tebboune qui serait décédé des suites d'une agression. En fait, c'est pas le directeur de campagne, mais c'est le représentant. Le contrôleur de Abdelmajid Tebboune, certain Ziani Zian, il s'appelle comme ça, un jeune de 48 ans qui aurait été étranglé par les supporters de Mihobi. Ils ont agressé sa femme, il intervient, après on l'a étranglé, et selon le directeur de la communication de la campagne de Tebboune, donc Mohamed Lagab, il vient de faire une conférence de presse, il a déclaré qu'il était décédé, il a accusé bien sûr les supporters d'autres partis, il les a pas nommés, mais bon, sur les réseaux sociaux, il se confirme que ce sont les supporters de comment il s'appelle, de Ajdin Mehoubi, donc des militants RND. Ouais, donc c'est apparemment à coup tout tiré, et pas uniquement à Al-Bayed, malheureusement il y a eu mort, mais ça s'est passé à Intimouchen, à Oran et dans d'autres régions. Donc, il y a des sénateurs qui sont intervenus, des sénateurs RND, donc qui soutiennent. Voilà, c'est un peu c'est quand même dommage. À un moment donné, on annonçait Tebboune comme étant le candidat du pouvoir, et là, il se plaint de la fraude déjà. On va évoquer tout cela. On va évidemment revenir sur ce drame de ce jeudi 12 décembre pour essayer de comprendre ce dont il est le nom aujourd'hui. Mais auparavant, je voudrais, messieurs, vous poser une première question sur votre ressenti de cette journée-là. Est-ce que vous l'imaginiez comme ça? Ça fait longtemps qu'on parle du 12-12. Est-ce que vous vous attendiez à ce qui s'est passé autour des bureaux de vote, le niveau de participation? Je parle de votre ressenti. On parlera ensuite, après, de la traduction par l'ANI, par l'autorité qui organise ces élections, du taux de participation, qui est une autre discussion. Mais de ce que vous avez ressenti, des repères que vous avez de 2014, des élections les dernières locales d'octobre 2017. Comment vous avez senti les choses, Abdelkarim? Un sentiment, vraiment, parce qu'on a une perception certainement subjective et partielle de ce qui se passe, donc on a très peu d'infos, on a dormi tous tard hier, donc mon ressenti, c'est que le peuple en mouvement est en train de gagner la bataille de la décrédibilisation des élections du 12-12, c'est-à-dire au moins symboliquement par rapport à tout ce qui s'est passé hier, à la mobilisation. Moi, je m'attendais pas à ce que autant de monde sorte aujourd'hui. Ça c'est la partie mobilisation, mais la partie participation au vote, parce que vote, ce sont deux volets. Est-ce que les gens n'ont pas été justement marcher plus nombreux justement parce qu'ils n'arrivaient pas peut-être, ou ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas réussi à empêcher à avoir par exemple la même chose qu'en Europe?
très peu de votants. Oui, mais parce que le contexte est différent. Je pense que les gens ont intuitivement compris que c'était pas la bonne action par rapport à l'Algérie. Et je suis mal placé pour juger. Je me suis déplacé à Alger et j'ai vu vraiment, on va dire 8 à 9 bureaux de vote parce que je me baladais et j'ai vu une femme avec 2 filles rentrer. C'est-à-dire, manifestement, il y a très peu de gens qui ont voté, mais je sais pas quel est le vrai taux, donc je suis incapable de dire. Et j'ai vu que sur les réseaux sociaux que tu étais pris en otage, entre guillemets, près de Émile Zola. Il y a eu un incident. C'est ça, il y a eu un incident. Les jeunes ont attaqué un bureau de vote, un acte condamnable, mais en même temps... C'est quel quartier? Il y a juste devant la Grand Poste, le seul d'ailleurs qu'il y a, donc c'est une école. À Pasteur. Juste parallèle, et puis il y a une interruption. Ils ont essayé de les raisonner, mais il y avait des jeunes un peu chauds, la police, bon, ça s'est un peu tassé par la suite. Donc en gros, voilà, mon ressenti, c'est qu'il y a une mobilisation anti-participation, parce que c'est celle qui m'intéresse, donc je parle de ça. Bien sûr. Qui est quand même importante, et pacifique. Moi, je pense que globalement, on est en train quand même de passer ce cap du 12 sans, même s'il y a des morts, des blessés à déplorer, mais des arrestations. Voilà, beaucoup d'arrestations, beaucoup d'interpellations. On est obligé de le dire. Salim. La capitale, ça a toujours été. La capitale n'a jamais voté, quoi. Ça a toujours été toutes les élections, le taux de participation est toujours très faible. À Alger, je pense que le pouvoir sait très bien déjà délimiter Juin 90, décembre 91, taux de participation plus de 50%, mais c'est pas grave. Oui, d'accord. Bon, 90 depuis. D'accord, c'est l'exception qui ne confirme pas la règle. Non, qui veut dire que quand il y a des élections dans lesquelles les gens se reconnaissent, les gens votent. C'était les premières élections pluralistes en 90, donc on peut comprendre. Donc, pour moi, il n'y a pas... Moi, c'était pas des présidentielles. C'était pas des présidentielles, absolument. Non, pour moi, s'il y a pas de... J'ai pas été très surpris. Je m'attendais à ce que les gens sortent, refusent de... C'est tellement ancré aujourd'hui, le mouvement est tellement ancré dans une partie de la population que ça ne me surprenait pas de les voir, de voir des centaines de milliers de personnes dehors. Non, il y a un véritable refus et le problème, peut-être qu'on va en parler, c'est pas l'élection présidentielle, c'est ce qui va se passer après la désignation du président. C'est ça la véritable étape. Maintenant. Alors, je vais poser la question autrement à Jafar. Jafar, on a dans le collectif dont on partage un petit peu les activités, toi et moi, quelques militants qui étaient quand même un peu abusés de voir qu'il y avait quand même des images qui ressemblaient à une queue pour aller voter, etc. Pour dire toute cette mobilisation, il y a quand même le pouvoir conserve un minimum de base sociale. Toi, tu as dit dans un des cafés presse politiques dans lequel tu étais passé que, en fait, cette base sociale était tellement faible qu'il n'arrivait même pas à organiser une contre-manifestation, celle du GTA ayant piteusement échoué. Est-ce que tu as le même sentiment? Est-ce que tu penses que quand même, quelque part, le pouvoir a réussi à mobiliser un petit peu? Alors, moi je dirais d'abord, le vote massif aujourd'hui, il y a eu un vote massif, il était dans la rue, très clairement. Et il confirme ce que nous savons tous, c'est-à-dire que l'écrasante majorité des Algériens veulent un changement de système. Et quand je dis système, le problème c'est que on nous dit, voilà, il y a des votes, etc. On va voir le problème, on nous donne des statistiques, mais le problème c'est que tout cela est entaché d'irrégularités et nous n'avons aucun moyen de dire le vrai. Quand vous avez le président de l'ANIE qui déclare en semaine qu'il y a plus de manifestants en faveur des élections que contre, je crois que tout est dit. Donc, et ça renvoie à la position de toutes les partis d'opposition de notre collectif, etc., par rapport aux élections, c'est-à-dire qu'il y avait des préalables pour qu'on puisse parler des élections. C'est pour ça que moi je ne souhaite pas m'étaler sur des statistiques qui par définition sont tronquées, parce que les préalables qui auraient été nécessaires pour qu'on parte sur des chiffres fiables ne sont pas requis. Mais la question c'est, en dépit de tout, ton ressenti quand tu sais... Écoutez, moi je vois... autour de toi, est-ce que par exemple il y a des gens qui n'auraient pas dû aller voter, dont tu as appris qu'ils étaient partis voter, exemple?
Écoutez, moi, ce que j'ai pu voir, alors que je suis comme vous, hein, j'ai vu un peu sur Facebook, etc., j'ai vu énormément de choses assez étranges, hein, de votants qui étaient tous jeunes, qui étaient tous mal bruns, etc., avec les cheveux très courts, et qui venaient en masse. Bon, voilà, on peut se poser des questions sur la nature réelle, enfin on a été représentative. On a été plus loin que les questions. On a des lanceurs d'alerte qui ont dit que c'était des militaires. Mais écoutez, moi, j'ai un doute, effectivement. Alors, le problème, c'est que derrière, non seulement au niveau de la participation, on peut se poser des questions, mais surtout sur la comptabilisation et les organes qui vont valider oui ou non ces chiffres. À tous les niveaux, on a un problème. D'accord. Salim voulait revenir sur un point avant qu'on passe à Hassan. Juste pour répondre à ta question, le pouvoir peut compter sur un socle de voix. 10-15%, c'est généralement les gens des partis politiques, des organisations des organisations satellitaires, les gens du FLN vont aller voter. Il y a des partis, il y a un socle, il peut s'appuyer depuis toujours, il s'est toujours appuyé sur ce socle-là. Je sais pas, 10-15%, ça dépend. Mais incontestablement, le pouvoir a toujours eu ce socle-là. Après, on gonfle les chiffres, ça c'est connu. Donc, les gens qui vont voter, il y aura toujours des gens qui vont aller voter. Ça c'est incontestable. Et le pouvoir. La question c'est, est-ce qu'aujourd'hui il y en a eu moins que par exemple en 2017? C'est 2017 ou 2014 pour comparer une présidentielle à une présidentielle, Hassan. Oui, clairement, moi je pense que c'est vrai que il y a une donnée, j'allais dire sociopolitique, que dans l'Algérois, Alger spécialement, ça ne vote pas beaucoup historiquement, c'est comme un peu en Kabylie, il faut pas s'attendre à ce que les gens fassent la queue devant les bureaux de vote, mais c'est vrai que cette fois c'est un peu exceptionnel. Je n'ai pas vu les foules, on a vu même avec les chaînes de télévision privées qui ont redoublé d'ingéniosité pour proposer des images plus ou moins passables, mais il y a absolument rien à voir. Tout le monde a remarqué que c'était des militaires en civil, donc on n'a pas vu les foules. Par contre, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est un peu la marche d'aujourd'hui, les rassemblements. Je ne m'attendais pas à ce que le Hirak s'invite le jour du vote. Franchement, avec le dispositif de sécurité impressionnant qui a été déployé au niveau d'Alger et des grandes villes, et on a eu cette marée humaine cet après-midi, c'était incroyable. Pour moi, c'est un référendum révocatoire de... Est-ce qu'on enlève la Kabylie? Est-ce qu'il y a d'autres endroits en Algérie où il y a eu des marches de ce type? Oui, les grandes villes pratiquement. Ouais, les grandes villes, il y a eu des manifestations plus ou moins importantes, mais ça a bougé dans toute l'Algérie. Et puis, j'aurais aimé que tu nous poses une question sur les images, parce qu'aujourd'hui, on a eu droit quand même à des images assez intéressantes. Quand j'ai vu ce matin le frère du président Bouteflika, Nasser Bouteflika, effectuer voter par procuration son frère, c'est un peu Abdelaziz Bouteflika qui vote pour la Issaba. C'est plus qu'une image, c'est un volet politique sur lequel je vais vous interpeller. Il y a cette image, il y a l'autre image aussi de l'ex-chef terroriste, comment il s'appelle, Madani Mzarag, qui a voté, qui faisait, et Djeddi aussi, l'ancien du fils, qui faisait la promotion je pense que, voilà, les Algériens étaient très bien servis aujourd'hui, donc, c'est une invitation à ne pas voter. Ça explique un peu tout. Hassan? Moi, tu as voté, Hassan, toi. Je ne rentre pas dans la bataille des chiffres. J'évite de rentrer dans la bataille des chiffres. Je ne peux pas commenter des pourcentages qu'on parachute d'en haut, qu'on ne peut pas vérifier. Il n'y a aucun instrument pour mesurer. Donc, on peut nous dire 20%, 30%, 15%. Ça n'a aucun sens. Ce que je retiens par contre, c'est qu'on l'observe un peu partout. Il y a une désaffection générale. L'échec de cette élection est quasi total. Bref, c'est une bérésina pour le pouvoir. Mais est-ce que c'est une surprise pour vous? C'est pas une surprise pour le pouvoir. Absolument pas. C'est pas une surprise. Non, il s'attendait. Je termine. Est-ce que c'est une bérésina d'abord? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est une bérésina? Moi, je le dis. Attends, mais quand même, j'ai écouté tout le monde parler, chacun a donné son avis, ils sont différents, je donne mon avis, c'est moi qui parle, c'est pas tout le monde qui parle. Voilà. Je répète, les chiffres que l'année va donner, les statistiques n'auront aucun sens, n'auront aucun impact sur ce moment historique. Pour moi, c'est une bérésina. Leur fête n'a pas eu lieu. Quand on voit des images, elles sont parlantes. On voit à Tamnaraset, c'est pas les gens de Tamnaraset qui ont voté, c'est des jeunes qui ont entre 20 et 25, 30 ans. On voyait les images. Le journaliste de l'NTV sur place, il savait pas quoi dire. Intikhabat fi ajwa yasudduha tasudduha. Il commentait des images réelles. La journée, par contre, a été spectaculaire par le fait de la mobilisation à Alger. Moi, ça m'a surpris.
une grande mobilisation en Kabylie. La Kabylie, certains veulent les Olympiques de l'Algérie. La Kabylie, Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira font partie de cette Algérie. Elles sont au cœur de cette Algérie. On peut pas dire traditionnellement la Kabylie ne vote pas, donc on compte pas la Kabylie. En Kabylie, il y a eu 0 vote. Les gens ont empêché l'élection en Kabylie. Et ce sont des Algériens qui l'ont empêché. C'était impossible de le faire à Biskra ou ailleurs pour des raisons évidentes, mais les Algériens qui habitent Tizi Ouzou, Béjaïa ont empêché l'élection. Ils ont refusé. Est-ce qu'on commente, est-ce qu'on va dire au soir, l'année va dire, il y a eu 0, ils refusent, est-ce qu'on fasse ce hold-up statistique. Voilà, il y a eu des marches à Constantine, à Borges, un peu partout. Ce n'est pas, on est surpris, pas surpris, on commente un fait, on commente une situation politique qui se déroule dans une histoire exceptionnelle. Voilà. Alors, tout de même, les talents, le référent qu'on a eu ces derniers jours, c'est celui des consulats. C'est celui de ce qui s'est passé là-bas. Et il y a une partie des Algériens qui ont pensé que peut-être, moi j'en fais pas partie, mais que peut-être ce scénario allait se reproduire. C'est-à-dire que dans les quartiers, les jeunes iraient chahuter de manière pacifique, ceux qui allaient transgresser, entre guillemets, ce mouvement populaire qui est contre le vote. Ça s'est pas passé comme ça. Bon. On a choisi de laisser faire. Ceux qui devaient aller voter sont partis voter. D'ailleurs, le vote était plus important tôt le matin, parce que c'est le moment où on est le plus sûr de ne pas rencontrer des jeunes qui vont vous chahuter pour aller voter. Est-ce que ce choix, c'est pas celui qui justifie le fait que ensuite on ait eu des mouvements importants dans les villes pour protester contre le... Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir échoué à faire comme l'immigration, comme la diaspora, qui a poussé le mouvement populaire à se rabattre sur les marches, alors que c'était peut-être pas le mot d'ordre du jour? Alors, si tu peux me permettre j'aimerais bien qu'on me réponde à mes questions, quand même. Juste un point par rapport justement à ce qui s'est passé à l'étranger. Effectivement, il y a eu les chahuts, etc. Et je suis d'accord avec Stéphane Wally. Il ne s'agit pas d'empêcher ceux qui ont fait le choix de voter, c'est parfaitement respectable s'ils considèrent qu'il faut le faire, et je suis personnellement contre toute forme d'obstruction au vote, c'est pas la question. Le problème, c'est qu'on a, comme tu le sais, les préalables ne sont pas remplis, et en particulier au niveau des chiffres, on ne peut pas les commenter, ça n'a aucun sens. Alors quand on a le chef de l'AIE qui te dit, contre toute évidence, voilà... On n'a pas commencé avec les chiffres. D'accord. Donc voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est que les préalables ne sont pas remplis. Quand je parle des préalables, c'est y compris la comptabilisation. Alors qu'est-ce qui s'est passé justement à l'étranger? En dehors des manifestations, etc., qu'on peut... personnellement, je ne suis pas d'accord avec toute obstruction au choix du vote. En revanche, ce qu'ils ont fait, et qui était très important, et c'était justifié, là, par contre, c'était de comptabiliser les votants réels. Et comme il y a très peu de consulats, c'était faisable techniquement. Et les chiffres qui en sortent sont bien entendu... Là, on va avoir des chiffres réels sur l'étranger. En Algérie, ça n'a pas été possible. Il y a 61 000 bureaux de vote, et ça n'a pas été possible de l'organiser. Ça aurait été intéressant, ceci dit, parce que là, on aurait pu confronter des chiffres réels enregistrés par les citoyens, qui auraient été auraient fait simplement la comptabilisation des gens qui se rendent dans les bureaux de vote, et on aurait pu les confronter aux chiffres fantaisistes que ne manqueront pas de produire l'ANIE et autres institutions. Voilà le point sur le cas. Alors effectivement, quand il n'y a pas des moyens comme celui-ci qui permettent de dire le vrai sur les choses, eh bien, effectivement, il y a des dérapages et des... Alors, je repose la question actuellement. Est-ce qu'on n'a pas fantasmé quand même avec les images du consulat pour avoir la même chose en Algérie? Parce que tout simplement, c'est des rationalités différentes. Le Hirak est un mouvement de citoyens, de peuples qui convergent vers ce qui est faisable pour eux, et ils font un calcul coût-bénéfice. C'est-à-dire, c'est évident qu'on n'a pas les moyens de nous organiser pour surveiller 61 000 bureaux de vote, que ça demande beaucoup d'organisation, et que le risque, c'est-à-dire 3 ans de prison, etc., qu'ils savent, parce qu'il y a une loi, il y a un pouvoir qui est en face, qui est dans l'excès, donc ils font un calcul coût-bénéfice, et tout simplement ils prennent donc il y a des choix rationnels qui sont faits depuis le 22 février, où à chaque fois ce peuple, cette masse de gens calculent et ils font ce qu'ils donc c'est une preuve qu'on est dans un mouvement qui est l'idée par le peuple, pas par les élites et les associations, parce que les appels sont venus de plusieurs acteurs pour dire il faut surveiller les bureaux de vote, mais tout simplement les gens n'ont pas suivi parce que ils considèrent que c'était pas quelque chose à faire, et c'est comme ça que ça va être. Les gens qui pensent qu'il y a comme ça des noyaux de leadership de Hirak se trompent, et ils se trompent lourdement
Alors, patate chaude pour le régime, c'est clair. On est d'accord. Enfin, je vous ai un peu provoqué sur le sujet parce que c'est un peu mon rôle aujourd'hui ici. Mais on est d'accord pour dire qu'il y a une grosse désaffection populaire dans les urnes. Que va faire le régime? À 15 heures, il a donné, l'ANIE a donné 20,40. 17h33%, ça vient de tomber un instant. Merci mon collègue Hassan Wali de faire aussi le travail de journaliste qui donne la dernière information. Je l'ai pas sur mon écran. Donc à 33%, ça a sauté de 20. Donc on a eu 13 points de plus en 2 heures. Alors là j'ai besoin de vos commentaires. Donc est-ce qu'on va vers passer le cut des 50% à 20 heures? Moi, je pense qu'il va, à 43, 45 ans, à 45%, ils vont suffire de 45% avec, compte tenu du contexte général. 45% pour eux, c'est passable. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'ils vont oser un deuxième tour? Moi, je pense, je prête un peu d'intelligence au pouvoir de peut-être se réserver une soupape de sécurité. Si jamais ça vire très mal, il peut éventuellement décider d'annuler les élections. Je reste sur cette question. Donc, 20% à 15 heures. 13 points de plus, 2 heures après. Est-ce qu'on est on est sur un trend pour passer les 50% à la fin de la journée? Je pense pas que 50%. Je pense pas que 45, je suis d'accord. Moi, je pense qu'ils vont aller à 45 et ils seront très contents d'annoncer 45%. Voilà. Après, 50%. Je vous signale qu'il n'y a jamais eu de présidentielle en dessous de 50%. Mais d'accord, mais vu les images, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué à faire passer. Franchement, c'est trop compliqué à faire passer. Vu les images, vu les manifestations, c'est très très compliqué. Comme mon voisin dit, ils vont aller à 45%, tout est dit. On a compris. On n'est pas en train de commenter des chiffres réels. Ça veut dire qu'ils fabriquent les chiffres et ils disent que les chiffres qu'il faut passer. C'est ça que ça veut dire. On est tous d'accord. Juste petit correctif méthodologique, on est à Radio 1. On n'est pas en train de convaincre nos amis que les chiffres sont fabriqués. On est en deçà. On est à Place Audin. Il y a encore des gens en ce moment qui sont dehors, qui sont en train de manifester. La question c'est jusqu'où ils vont aller. Jusqu'où ils vont aller dans la fabrique du chiffre. Est-ce qu'ils passent? Est-ce qu'ils vont donner le crédit à 50%? Ouais, je pense. Je ne serais pas surpris qu'ils passent le cut. Parce que nous sommes dans un logiciel plus violent qu'avant. Aujourd'hui, la façon avec laquelle il y a une gouvernance, elle est dans l'excès, dans le comme ça, je fais ce que je veux et donc moi je serais pas surpris qu'ils annoncent 51%. Maintenant là, s'ils sont bien conseillés, ils devraient se contenter d'un truc moins excessif, voilà, autour de 40. Absolument. Mais bon. Il y a certaines élections dans des pays démocratiques, les États-Unis par exemple, pour ne pas le citer, présidentielles, où le taux de participation il est autour de 40 et 45%. Donc c'est tout à fait passable. Ça peut être passable. C'est pas ça la question. La question c'est qu'effectivement même ce chiffre il prête à caution. On le sait bien. Le problème, encore une fois. J'avais déjà dit, le problème c'est que on n'a pas des abstentionnistes. Les autres, ceux qui n'ont pas voté, ne sont pas des abstentionnistes. Ce sont des votants, mais ils ont voté avec leurs pieds. Ils ont voté dans la rue. C'est ça le problème. Et là, vous avez une majorité réelle, active, qui exige quelque chose. C'est ça le problème de l'élection. Si on avait une participation moindre, même moindre que la réalité, mais une vraie abstention, c'est-à-dire une résignation, alors effectivement, on pourrait faire passer la pilule. Mais on ne la fera pas passer parce que vous avez une majorité qui dit non. C'est vrai que les gens qui sont sortis aujourd'hui dans la rue, c'est une espèce de vote alternatif par rapport au vote réel qui se fait dans les bureaux de vote. C'est un référendum contre le scrutin. Donc il n'y a pas lieu maintenant de pinailler sur les chiffres qui sont par définition fabriqués. Donc aujourd'hui le peuple Attendez, on peut ne pas pinailler sur les chiffres, mais moi j'ai entendu quelqu'un dire s'il y a beaucoup trop de votants, on est dans une situation où il y a la moitié du peuple contre l'autre moitié du peuple. Enfin, si on admet que ce pouvoir est capable de produire de vrais chiffres, de dire honnêtement ce qui s'est passé, mais bon, on a l'habitude, on n'a jamais eu des chiffres réels des élections. La seule fois où le pouvoir a osé l'objectivité, c'était en 90 avec le fils. On connaît la chanson. Comment c'est? Donc, moi, je pense que l'objectif d'une partie du peuple, je vais pas dire le peuple, on n'a pas la prétention de dire que tout le peuple algérien a boycotté les élections. Du moins, ceux qui sont sortis dans la rue et qui sortent
sortent chaque vendredi, c'est de disqualifier ce scrutin. Le processus politique globalement est disqualifié, donc à la limite le vote c'est Pour répondre à ta question, Hassan, le problème ou le conflit ne va pas se poser entre une partie du peuple qui a voté et une partie qui a rejeté cette élection. Le problème, on le voit déjà d'ores et déjà, il est dans le peuple qui vote. Il est dans le camp de ceux qui ont participé à ces élections. On voit tout de suite les bagarres générales au sens politique entre les différents candidats. Et on commence à créer au scandale de la fraude, et ainsi de suite. On voit que le conflit n'est pas entre les Algériens qui rejettent cette élection, qui expriment un point de vue, pour moi, il est actif, il est massif. C'est le bloc central qui rejette cette élection. Et il faut le rappeler à chaque fois, les candidats, ce sont les clientèles traditionnelles du système. Je ne dirais pas que c'est des hommes du système et tout, mais ce sont les clientèles traditionnelles du système. Et le conflit, il est entre ces différentes clientèles. Oui. Alors évidemment, ce qui s'est passé aujourd'hui conforte ce que vient de dire Hassan. Alors moi, je viens de publier un papier dans Maghreb émergent où je rapporte une indiscrétion de Mohamed Shrafi qui a confié à une chaîne, à des confrères étrangers, qui aurait un deuxième tour le 10 janvier prochain. Je pense que c'est son souhait, plus qu'autre chose. Je ne pense pas que ce soit lui qui décide, mais raisonnablement, on ne voit aucun candidat pouvoir obtenir plus de 50%, de voir même sur un électorat très petit, ce qui peut le permettre sur un électorat très petit, mais c'est un électorat votant, très petit. Alors, est-ce que vous pensez que, compte tenu de la façon dont les choses ont tourné ces 48 dernières heures, finalement, le deuxième tour, c'est peut-être pas une si mauvaise porte de sortie pour le régime? C'est toi qui en as parlé le premier, je te laisse dessus. Moi, je pense que, si le pouvoir n'est pas à ce point bête, je pense que le deuxième tour est inévitable. Du moins par rapport aux forces en présence. Quand on voit Tebboune, il représente à peu près 10-12% du corps électoral. Ali Benflis aussi. Azdin Mihoubi, puisqu'il paraît qu'il est le poulain des décideurs, donc il va prendre ses 10-18 et tout ça. Et puis comment il s'appelle, Abdelaziz Blaï, qui est arrivé quand même en 3e position en 2014, donc il peut revendiquer quand même 10 à 20%. Donc je ne vois pas comment, par quel miracle, Azdin Mihoubi sortirait avec 50+1 au premier tour. Ou alors c'est un miracle. Le miracle, la volonté d'Ahmed Gaïd Salah. Pour moi, il faut oui. C'est Ahmed Gaïd Salah, il ne veut pas d'un deuxième tour. Il trouve que c'est trop compliqué, que ça pose des problèmes, le khlat, etc. Il a convoqué le corps électoral le 15, ça s'est fait. Tout à fait d'accord. Et il décide que Mihoubi est président au premier tour, ça se fait. C'est pour ça que je dis que j'espère que le pouvoir ne sera pas aussi bête pour décider de trancher cette élection dès le premier tour. Les forces en présence ne peuvent pas prétendre, les 5 ne peuvent pas prétendre rafler 50+1 dans un premier tour. Et puis, moi, je reste quand même, je ne sais pas, peut-être c'est naïf de ma part, je pense que le pouvoir, quelques-uns, ils vont peut-être les conseiller de se laisser une marge de manœuvre. On ne sait jamais ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors, deuxième tour, Tebboune Mihoubi ou Tebboune Benflis ou Mihoubi Benflis, d'ici là 15 jours il peut se passer des choses qui peuvent éventuellement décider de l'annulation tout simplement du scrutin. Si on voit que les choses virent autrement, peut-être le pouvoir il va se dire on se donne encore 15 jours, on verra comment les choses vont évoluer. En l'occurrence ce serait un peu plus que 15 jours. Salim? Bon, je pense qu'au départ l'idée c'était qu'il y ait 2 tours. Au départ je pense que c'était ça l'idée. Aujourd'hui j'en doute. Je doute que ce pouvoir ait envie d'avoir 2 tours. Si c'est le 10 janvier, donc c'est encore 2-3 semaines, c'est ça pour le. C'est long. C'est un mois. C'est un mois, c'est long et beaucoup de choses peuvent se passer. Et donc, à mon avis, l'idéal, ce serait que pour eux, c'est que on annonce le président et voilà, parce que. C'est trop long et avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pose la question, vous enchaînez derrière. On annonce le président avant même d'avoir annoncé. Il y a eu des homicides entre des candidats du système. Si on annonce que quelqu'un a gagné au détriment des autres, on peut imaginer que dans quel cas de figure on est. Est-ce que c'est pas la plus mauvaise des solutions? Quand on annoncera le candidat et que l'armée dira c'est lui, il y a ni Tebboune ni Benflis, personne ne pipera mot. Tout le monde acceptera la décision. Vous le dites aussi pour Benflis? Benflis, alors je vous donne une information, vous réagissez. Il se dit que Benflis, l'affaire qu'on lui a montée, parce que bon, de toute évidence, c'est une affaire montée, c'est pour lui dire, tiens-toi tranquille, au cas où tu perds, ne joue pas à l'héros qui va aller
s'autoproclamer président. Il s'est dit dans son entourage qu'il y avait ce projet, s'il n'est pas au deuxième tour, parce que potentiellement il peut être au deuxième tour, selon un peu comme ça, on devrait pouvoir être au deuxième tour. Logique. Donc s'il rue dans les brancards contre le vol, c'est pas pour que les gens ne vendent pas pour lui, mais c'est pour tenir quelque chose contre lui. Alors ma question c'est, est-ce que vous pensez que Belflis, Ali Benflis qui rue dans les brancards, franchement c'est une surprise. Oui, c'est la question que je pose. Est-ce qu'à ce stade-là, avec le Hirak, il le ferait pas? Non, mais il y a quand même quelque chose d'absurde de ce que nous racontons depuis tout à l'heure. Et on ne peut pas à la fois dire qu'on commente les chiffres, ça peut varier entre 30 et 45%, ils vont se contenter de tout. Et dire dans le même temps, dans le même exposé que si l'armée décide si tel candidat, ça passe. Il y a comme quelque chose de paradoxal. Si l'armée décide, elle passe. Ce n'est pas une élection. On ne commande pas une élection. On ne peut pas avancer des chiffres, des statistiques, les taux de participation et d'abstention. On est dans une désignation d'un président. C'est un forcing, c'est un coup de force. On a besoin d'un habillage électoral, mais qui est d'un mauvais habillage, qui est quand même hideux habillage. On ne peut pas commenter ça. Et aujourd'hui, si il décide de prolonger, c'est-à-dire d'y aller vers d'imposer un deuxième tour, ça serait mortel pour l'élection. Hein. Ça va être le remake de décembre 91. Hein. Et le hasard de l'histoire, ça coïncide à... Mais en même temps, peut-être que c'est effectivement une possibilité de se donner un peu de temps pour voir... parce que peut-être, tout le monde pensait que ça allait s'arrêter avec le vote, hein, du côté du pouvoir. C'est un peu cela que le pouvoir a vendu à ses propres forces de sécurité, à l'administration, aux élites, même aux étrangers. En leur disant, le 12, tout va s'arrêter, on va régler le problème. Mais là, c'est clair que c'est parti pour un nouveau tour, et tant mieux. Et donc peut-être qu'ils vont se donner ce délai supplémentaire. Moi, j'y crois pas. Et pour répondre à ta question, le problème, c'est que quand on pose la question comme ça veut dire qu'on considère que quelque part, ces élections ont une crédibilité. Ce n'est clairement pas le cas. Donc, c'est une élection qui est faite avec un tableur, d'accord ? Donc, on a des chiffres, on a une petite truc, on a une petite participation, on sait à peu près comment, et on peut corriger derrière et donner des chiffres crédibles. Je pense que le pouvoir n'a pas intérêt à prolonger cette situation qu'il considère comme étant hors constitution, et qu'il a tout intérêt effectivement à fixer les choses cette fois-ci, sachant que de toute façon le candidat désigné aura un problème de légitimité. Tout simplement parce que l'écrasante majorité de la population manifeste son refus de ces élections, et que le but réel de l'élection, c'était quoi ? C'était précisément de refonder la légitimité du pouvoir. Parce que celui-ci, sans légitimité, n'a pas d'autorité, et donc il y a un problème de gouvernabilité. Or, on peut d'ores et déjà dire ce soir que cette légitimité ne sera pas restaurée du fait même de la manière dont se sont déroulées les élections et du refus d'une majorité de la population, qui dit clairement elle veut un changement de système. Donc la question maintenant, il vaut mieux que ce candidat-là soit décrété. Non, mais soit décrété, et qu'il ouvre la nécessaire négociation pour qu'enfin on fasse les choses sérieuses. Plutôt que de perdre du temps dans un... Voilà, ça sert strictement à rien. Infos deuxième tour. Exactement. Parce que de toute façon, c'est pas crédible. Urbi et orbi. Aussi bien en Algérie qu'à l'extérieur. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, que par exemple, laisser Belflis en lice dans un deuxième tour, ça peut pas, par exemple, faire en sorte que des partis comme celui de Mokri, comme celui de Jaballah, qui était compagnon avec lui, etc., se posent la question, après tout, un vote utile au deuxième tour pour empêcher un candidat qui continue le système, et finalement, ça ne diviserait pas un peu une partie des élites politiques en prévision de l'avenir? Comme ça, intuitivement, et en regardant ce qui se fait, il est peu probable qu'il y ait un candidat qui rafle 51% des voix. On le voit pas, ça s'est pas vu. Il n'y a pas un candidat qui est sorti du lot. Si telle était l'intention du pouvoir et qu'il en avait les moyens, je pense que les seniors auraient été dans ce sens-là. Donc, c'est techniquement très très peu probable qu'il y ait quelqu'un qui ait eu la moitié des votants. Maintenant, si je me place du côté du logiciel des décideurs, ça m'étonnerait qu'il choisirait un deuxième tour parce que on est dans un contexte quand même explosif. Hier, aujourd'hui, on est en train de passer ce cap avec peu de dégâts, mais on ne pourra pas tenir 3 semaines ou 4 semaines. Donc, je pense qu'ils voudront en finir.
en rajoutant une tâche supplémentaire au processus, c'est-à-dire en faisant élire au premier tour un candidat qui doit être loin d'avoir. Mais maintenant, les réactions des uns et des autres, moi par contre, j'attendrai, c'est-à-dire je ne sais pas si les réseaux sont cohérents au point de s'aligner tous et de ne pas. Ils ont pas choisi n'importe qui. Ils ont choisi des gens sur lesquels ils avaient des dossiers qui pouvaient tenir à n'importe quel moment. Je parle pas des candidats. C'est-à-dire, je parle des gens qui tournent autour bon, sincèrement, je connais pas beaucoup ces milieux, mais voilà. Ça, je pense que le pouvoir, c'est clair qu'il va jouer, il va se serrer les coudes, comme l'a dit Salim. Tout le monde. Aujourd'hui, on a vu le frère de Ali Haddad aller voter, alors que son frère était en tôle. On a vu Abdelaziz Bouteflika voter, donc. Je pose la question. Voilà. Alors, l'information, je vous la pose en introduisant. Moi, j'écoute de temps en temps, Ben Zdira, donc le lanceur d'alerte qui est basé à Londres, et qui, dans une de ses dernières vidéos, nous a expliqué que le général en charge de la DCSI, donc le contre-espionnage, le général Bouaz Ouassini, dont on parle beaucoup, aurait rendu visite à Saïd Bouteflika, à la prison de Blida, avant même qu'il passe à Sidi Mohamed. Et bon, il a dit, j'ai cette information, il lui a rendu visite, mais il ne sait pas quel est l'objet de la discussion. Est-ce qu'on peut imaginer, messieurs, que un des volets de la discussion, si je confirme, mais moi, de mon point de vue, ce qui s'est passé, ça laisse supposer que c'est une information crédible. Un des objets de cette discussion, ce serait que Ahmed Gaïd Saleh ait tenté d'obtenir l'adhésion de la famille Bouteflika au processus électoral, et donc parce que Nasser était attendu, Bouteflika était attendu à cet endroit, donc il y avait un rendez-vous avec les médias, on savait qu'il allait voter. Absolument. Mais c'est contre-indiqué que Bouteflika vote. On en a fait. Mais qu'est-ce que ça apporte en plus? Elle est où la plus-value? Ça aggrave son cas. Non mais ça a été. Attendez, on se met du côté du pouvoir. On se met du côté du pouvoir. Ça a été utilisé quand tout le monde est avec le processus, y compris la. L'information dans ce que tu as dit, c'est que Ihsan écoute Bousdira. Non, j'écoute Bousdira. Bousdira, il a des informations. Bousdira, on lui envoie des informations. D'accord. Il a des informations. Mais elle est où la plus-value pour le pouvoir? Absolument. Ça discrédite sa démarche. C'est déjà une élection crédible, et ça va encore la plomber. Absolument. Demandez est-ce que... Non, attendez, on inverse. On dit le pouvoir est en difficulté. C'est pas encore vu. Il est en difficulté. Tu t'enfonces là. Il veut montrer que son processus, c'est un processus qui intègre toutes les forces, une forme de continuité, surtout pas celui-là. Surtout pas celui-là. Alors, pourquoi Anis Rahmani l'a montré? Qu'est-ce qu'il a montré, Anis Rahmani? Il a montré Nasser Bouteflika en train de voter. Oh non, mais c'est Anis Rahmani. Attendez, peut-être une autre explication. J'entends ce que dit Ihsan. Il estime, c'est ce que je cru comprendre, que les Bouteflika ont encore un pouvoir. Donc, il faut avoir du côté du processus qu'on fasse. Et donc, on va essayer de les calmer, de les ramener dans leur propre jeu. Moi, je pense qu'ils n'ont plus aucun pouvoir. Il se peut que je me trompe. Cela dit, je vais être cynique, mais vraiment cynique. Mais je souhaite un retour de Bouteflika au pouvoir, moi, pour 2 mois. Je le souhaite, 2 mois, avec les pleins pouvoirs. Je le souhaite. Il va faire un toilettage. Mais d'un cynisme poussé jusqu'au bout. 2 mois au pouvoir avec des pouvoirs monarchiques. Vas-y, fais ce que tu veux. Pour qu'on relance le Hirak, il n'en a pas besoin. Non, c'est pas ça. Mais je veux dire l'absurdité quand même des choses. C'est-à-dire quand on voit ceux qui ont défendu Bouteflika jusqu'à la dernière minute, y compris les 2 candidats, on a suivi le débat, Mehoubi et Tebboune, qui disaient la priorité de réviser la Constitution parce que celle de 2016 a été faite sur mesure pour un seul homme. Ils ont défendu cette Constitution. Ils l'ont soutenue, ils l'ont défendu bec et ongle. Et je dirais à ceux qui ont fait le choix de voter, je respecte leur choix en toute liberté. Moi, je suis citoyen, je respecte la démocratie, je respecte les choix c'est incontestable. Mais on a vu aujourd'hui Bouteflika voter contre la Aïsaba. Je ne sais pas où se trouve cette Aïsaba. Oui, Bouteflika, la Aïsaba a voté contre. Voilà. Parce que on a vendu cette élection. Attendez, si on part avec l'idée que, quand même, qui est une idée prégnante, etc., que la plupart des détenus, ce sont des otages, notamment ceux les détenus politiques. Mais on peut imaginer aussi que Saïd Bouteflika, c'était aussi, c'est un otage pour essayer de neutraliser éventuellement ce qui, dans cette logique d'otage. À un moment donné, on peut aller vers les entre guillemets les otages pour leur dire j'ai besoin de vous pour faire ceci et en contrepartie, je serai plus clément dans mes condamnations, etc. Il peut y avoir ce type de Les Bouteflika
Lui, c'est un homme de médias. Il prend la parole, il l'attend les pas. Bouteflika se rangent derrière Gaïd Salah. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a le frère qui est en prison, ils essaient de sauver le frère. C'est ce que je dis. D'accord, mais ils se rangent derrière. C'est pas Gaïd Salah qui va demander à ce que les Bouteflika je vous signale quand même que personne n'avait misé sur une alliance entre Saïd Bouteflika et Général Taufer. Bon, personne, pas tout à fait personne. Il y a quelqu'un qui l'a signalé dans un article, une possibilité. Attendez. Est-ce qu'on n'est pas quand même dans une situation où sur la crête des Tagarins, on doit être quand même inquiet. C'est possible. Ouais. On est inquiet. Donc aujourd'hui, on peut revoir les alliances, on peut rediscuter. Maintenant que tu en parles, la seule rationalité d'une telle action serait d'utiliser le vote de Bouteflika pour convaincre les supporters de Bouteflika. Parce que ce qui a été constaté par les gens qui ont observé la campagne, c'est qu'en gros, ils n'ont même pas pu mobiliser dans la clientèle qui soutenait le 5e mandat. C'est-à-dire ils ont eu des défaillances parce qu'il y avait des Bouteflika believers, des gens qui croyaient en Bouteflika et qui ont quitté la reine parce que pour eux, et donc malade zoum'ahum, on vous soutient pas. Peut-être que l'afficher très tôt le matin parce que c'est ça, donc peut-être dire voilà, même Abdelaziz Bouteflika que vous aimez, que vous avez soutenu à voter, donc venez voter. Peut-être, hein. C'est maintenant que je viens d'avoir cette idée, ça pourrait avoir cette rationalité. En gros, l'utiliser comme un pas. Alors, une dernière question. On va finir avec ce premier panel. Je rebondis rapidement. Ben, on peut pas parler des supporters de Bouteflika. Il n'en a pas, sinon il l'aurait défendu en 2019. Je pense qu'il en a. Alors, une dernière question. Nous journalistes, on a pu le constater avec nos confrères et nos consoeurs algériens, mais surtout étrangers. Il y a eu beaucoup de confrères étrangers qui ont subi des violences, qui ont subi qui ont été brutalisés. Hier, une équipe de la télévision allemande. Aujourd'hui, des journalistes, des freelances qui étaient dans la rue, pas toujours directement, mais ils ont pu, en se rapprochant un peu du feu de l'action, constater la violence qu'il y avait dans la rue. Il y a eu beaucoup de violence aujourd'hui de la part des policiers, et il y a des images qui sont passées sur des networks beaucoup plus larges que d'habitude sur la mobilisation populaire. Question directe, est-ce que la concession de laisser venir des journalistes étrangers pour couvrir cette élection n'était pas une erreur tactique du pouvoir? Est-ce qu'il pouvait faire autrement? C'était impossible. Merci de poser la question. C'est difficile de vendre une élection présidentielle pluraliste, libre, en plus, il n'y a pas d'observateurs étrangers, donc sans presse étrangère aussi. Pourtant, ils ont pris des précautions. C'est le service minimum qu'ils ont. 72 accréditations. Ils partent demain. La plupart des journalistes repartent demain. Ils ont une semaine. Pas le temps de débriefer. Semaine de mais quand même, sur un mot sur la violence, il y a quand même une scène extraordinaire qui s'est déroulée à Didouche vers midi 13h. Didouche Morad à Alger. Didouche Morad à Alger. C'est à un moment, la police contrôlait la rue et subitement il y a un raz-de-marée humain extraordinaire. Et puis il y avait un petit groupe les policiers subitement sont devenus une minorité et les citoyens, c'est vrai qu'ils étaient surexcités, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont protégé la police, ne vous inquiétez pas. Ils étaient vraiment encerclés et l'image, elle est saisissante. Ils ont ouvert, j'allais dire, un couloir humanitaire. Ils ont dit aux policiers, maintenant vous pouvez partir tranquillement, pas d'agression, pas d'insultes. C'est ça le peuple qui ne veut pas de cette mascarade. Là-dessus, parce que c'est très important, je pense. C'est la donnée, je pense, de base de ce qui se passe. Parce que je ne pense pas que, comme tu dis, Tagarin ou autres, ceux qui décident, je ne pense pas qu'ils se fassent d'illusions sur la crédibilité de tout ceci. Par contre, ils veulent avoir une institution qui assure une continuité, et c'est important. Et je pense que, alors c'est difficile à dire, parce qu'il y a une répression qui est insupportable, bien entendu, il y a des arrestations, etc., on ne l'accepte pas. Mais on est loin, très loin, de ce qui se passe dans d'autres pays similaires, qui vivent des situations de dissidence politique majeure comme celle-ci. On en est très loin. On ne sait pas l'Irak, c'est pas le Liban, ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc, je pense que il y a une retenue réciproque, il y a un accord tacite, effectivement, ce que vient de décrire Hassan Aouili est assez emblématique. Il y a une retenue des deux parties. Je pense que personne ne veut insulter l'avenir. Et je pense que ça prépare, effectivement, à ce qui va devenir tôt ou tard nécessaire pour qu'il y ait une négociation entre les représentants du Hirak et ces représentants désignés. Le futur président. Voilà. Et le futur président. Je ne l'appellerai pas comme ça, disons, le représentant du pouvoir. Voilà. Moi, je pense qu'il y a eu quand même ces derniers jours, et ça s'explique un peu une augmentation un peu
du côté un peu répressif, on a senti quand même que les forces de sécurité étaient sur les dents. Et il y a eu une agressivité. Si tu permets, j'ai vu ce matin des scènes insupportables, une brutalité de côté des policiers. Ah ouais, une femme a été traînée au sol de manière insupportable. Les scènes sont difficiles et donc peut-être on peut craindre. Soit on considère qu'ils ont tout fait pour empêcher les Algériens d'exprimer le refus pour ne pas qu'ils soient montrés, parce que c'est aussi ça. Et donc ça va s'arrêter à partir de demain et qu'on reprenne un peu un modus vivendi, voilà, vous nous laissez marcher et il n'y a pas de souci. Soit ils seront tentés par une séquence répressive dans cette veine-là en croyant que en augmentant comme ça à dose, j'allais dire acceptable la répression, que ça allait freiner les citoyens. C'est un très mauvais pari. Donc moi j'espère que ça va s'arrêter là, que maintenant que les élections ont eu lieu, qu'il n'y a pas eu d'actes de violence au-delà. Donc la Silmia, elle est toujours là, que on n'en ait pas un épisode répressif qui considérait que maintenant que les élections sont faites, allez que le hadith daro, etc. Donc je pense que tout le monde gagnerait pouvoir comme Hirak, à ce que on reste sur on va dire une distance où chacun s'exprime, et ils pourront pas arrêter un peuple en mouvement en réprimant. Oui, Hassan, on va terminer ce premier panel de la soirée. Priorité aux informations. Donc Abdelmajid Tebboune est arrivé premier aux Émirats Arabes Unis, deuxième avec 100 voix, deuxième Ali Ben Fli 56 voix, 45 Azimi Houbi, après Ben Grina. Donc c'est Tebboune qui gagne aux Émirats. Je voudrais quand même dire un mot. Le président des Émirats. Un mot quand même sur la Kabylie, parce que je suis un peu les réseaux sociaux, les commentaires sont vraiment violemment opposés. En Kabylie, il n'y a pas eu de vote. Les citoyens ont empêché à ce qu'il y ait de vote. Aucun bureau de vote. Ils ont à Béjaïa, un lycée, un collège à Béjaïa, il n'y a pas eu de citoyens, mais les manifestants sont rentrés dans le centre, ils ont trouvé des urnes bien remplies. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils annulent. En Kabylie, Tizi Béjaïa essentiellement, il y a 0 vote. De conséquences. C'est-à-dire international. S'il y a une wilaya qui n'a pas voté. Mais ce que je veux dire, je termine mon raisonnement. De conséquences. C'est-à-dire, on élimine, on comptabilise pas le 0% de Kabylie qui va influencer sur le taux national. Je termine. C'est une grosse. C'est-à-dire, si on laisse le vote en Kabylie, on dit 0,1%, ça va influencer négativement sur le taux national global. Mais quand on élimine le vote de Kabylie, ça permet un taux national qui augmente. Ils peuvent justifier cela. Mais autre chose, et c'est ce qui m'intéresse le plus, je vois certains commentateurs, c'est des faiseurs d'opinion, c'est pas seulement des citoyens, qui disent que si on veut vraiment empêcher cette élection, il faut faire comme la Kabylie. Ceux qui ne pourront pas faire comme la Kabylie, ça veut dire qu'ils ont voté. Ça veut dire quoi ça? C'est accréditer la thèse selon laquelle que le conflit en présence en Algérie, c'est entre la Kabylie et le chef de l'armée. C'est fou et c'est dangereux. Merci. On a terminé avec cette première partie de cette soirée du 12. On va pas dire cette soirée électorale parce qu'effectivement on n'est pas dans un scénario électoral, Monsieur Al-Khdari. Est-ce que je vous retrouve, messieurs, demain pour commenter les résultats à la même heure, à 19h? Vous vous engagez? Non. Les résultats pour qu'on sache avec qui on va négocier. Tebboune serait gagnant à Alger. Je te jure, c'est ce qu'on dit. Peut-être qu'on s'est trompé, peut-être que c'est Tebboune qui va être propulsé. Voilà. Donc demain 19h, vous donne rendez-vous à demain 19h pour commenter, ou vous voulez pas vous mouiller? Voilà. Alors, à tout de suite, ne vous éloignez pas, je vous rassure, ce panel est accidentellement, complètement, exclusivement masculin. Il y a 4 femmes qui sont invitées à cette soirée électorale, elles ont toutes été en retard. Voilà. À tout de suite. Merci. Mérinal, notre priorité, la qualité. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage.